L'alimentation sert également à corriger les carences en micronutriments. Il faut savoir que les carences en micronutriments sont aujourd'hui assez fréquentes dans la population générale parce que la densité des micronutriments diminue et que qui dit carence en micronutriments dit malfonctionnement de nos cellules, en particulier des mitochondries. Et donc ça, c'est un obstacle à la réparation cellulaire. Ça, c'est un obstacle à la résilience organique. Et ces carences, pour certaines, peuvent générer de la fatigue qui peut persister au-delà de la fin des chimiothérapies. Donc, j'estime que ces carences méritent une évaluation soigneuse, même avant qu'on commence la chimiothérapie, une évaluation en cours de chimiothérapie et surtout une évaluation en sortie de traitement, parce que ces carences peuvent être de nouveau aggravées par les difficultés alimentaires qui sont générées par la chimiothérapie. Elles peuvent être aggravées par la chimiomycite, au cours de laquelle il y a une perturbation de l'absorption de certains micronutriments. Et de plus, la pyramide alimentaire peut se modifier au cours des traitements, parce que souvent, les gens sous corticoïdes ou alors du fait du stress vont avoir tendance à favoriser des glucides de plus en plus raffinés. Glucides raffinés qui sont très pauvres, hein, qui ont une densité micronutritionnelle très faible. Et également, comme je le disais à l'entame, toutes les formes de stress, qu'elles soient physiques ou psychologiques, surconsomment les nutriments et les micronutriments pour produire de l'énergie et pour faire de la résilience. Donc, c'est, je ne vais pas pouvoir citer tout ce qu'on peut évaluer et tout ce qu'on peut éventuellement donner lorsqu'il y a des carences, mais je veux souligner ici l'importance des oméga-3 qui jouent un rôle important dans les fonctions cognitives et surtout dans la résolution de l'inflammation. Et je vous invite sur mon blog, où il y a un article qui est intitulé « Oméga-3 et résolution de l'inflammation », justement. Et on sait que les oméga-3, il y a une carence générale en oméga-3 dans la population française. Les oméga-3 sont des acides gras essentiels issus pour les oméga-3 de type DHA et EPA, qui sont les oméga-3 directement actifs, plutôt des huiles de poisson ou d'algues. Hein. Je veux aussi parler du zinc ici, qui est un microélément, un micronutriment qui est en situation de carence, ou surtout chez les patients atteints de cancer, et dont la carence peut s'aggraver au cours des chimiothérapies par le fait des causes dont je vous ai parlé précédemment. C'est un élément qui permet la lutte contre la fatigue psychique. C'est un élément qui est absolument indispensable pour le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est un élément qui participe à la lutte contre le stress oxydatif et nitrosatif. C'est un élément qui permet à la muqueuse intestinale de cicatriser. Et c'est vraiment un micronutriment que j'estime essentiel en cancérologie. Et on ne devrait pas faire une prise de sang en cancérologie sans au moins vérifier le statut en zinc et en cuivre, en fer également, parce que la carence en fer est assez fréquente, notamment dans la population féminine en âge de procréer, parce qu'aujourd'hui, la consommation de produits animaux diminue et que les femmes ont leurs règles qui font perdre du fer tous les mois. Et le fer est indispensable pour la respiration cellulaire. La respiration, c'est parce que c'est lui qui capte l'oxygène pour le délivrer aux cellules. Et donc, pas de fer, peu d'oxygène, et donc diminution de la respiration cellulaire, diminution de la production d'énergie, donc fatigue et risque bien sûr d'anémie. Je vous cite aussi le magnésium que tout le monde connaît. Il n'y a pas de production d'énergie possible sans magnésium. Ces fonctions sont tellement nombreuses qu'on n'aura pas le temps de les aborder toutes ici. C'est important également de corriger les carences en vitamines. Certaines vitamines sont utiles pour la réparation cellulaire, pour la fabrication de vos neurotransmetteurs. On a parlé des neurotransmetteurs de la bienfaisance tout à l'heure, comme la sérotonine, dopamine et l'ocytocine. Les vitamines sont importantes pour la fabrication des cellules sanguines, pour la production d'énergie, pour le soutien du système immunitaire. Mais il faut être vigilant en voulant réparer des carences, de ne pas faire de non-sens, comme je vous le disais au début, donner des folates en même temps qu'une chimiothérapie en folate est un non-sens, parce que du coup, on va bloquer l'action de la chimiothérapie. Et l'administration de ces micronutriments doit être évaluée à l'aide de votre thérapeute médecin en fonction du type de cancer reçu et en fonction du traitement en cours.
Voilà. Je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse avoir un temps d'échange et répondre aux questions auxquelles, si vous n'avez pas trouvé les réponses dans mon exposé. Je vous remercie de votre écoute et nous avons à peu près 15 minutes, 20 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et si nous ne pouvons pas satisfaire à cela, je vous invite à envoyer vos questions sur onconutrition.ai@gmail.com qui me transmettront et je pourrai vous répondre par email. Voilà, je suis à votre écoute. Alors, où peut-on trouver du colostrum? C'est un produit de... Je réponds aux questions qui sont sur le chat. Hein, c'est un produit que l'on trouve facilement dans certains commerces. Si vous m'envoyez la question sur onconutrition.ai@gmail.com, je pourrais vous donner quelques adresses que je ne peux pas citer ici pour des raisons de publicité évidentes. Alors, Morera qui demande si on peut prendre du zinc au long cours. Avant de prendre du zinc, je pense qu'il faut évaluer son statut en zinc. Et je pense qu'il faut réévaluer après la prise, s'il y a une carence après la prise, parce que le zinc peut interagir avec le cuivre et peut provoquer des carences en cuivre, par exemple. Hein. Donc, je pense qu'il faut toujours évaluer. On peut prendre de long cours si la carence persiste sur le long cours, mais je ne peux pas vous dire s'il faut prendre de long cours. Je ne peux pas vous dire qu'il faille prendre de long cours sans évaluer. Alors, si j'ai bien compris... Alors, Alain G me demande si je ne préconise pas les IPP. Je ne pense... Alain, je ne pense... Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement vous dire que les IPP aggravent la mucite, peuvent aggraver la mucite et ont bien sûr d'autres effets secondaires. Et que quand on les prend, il faut les prendre de façon adaptée et puis faire une surveillance derrière ou alors prendre des mesures pour limiter leurs effets secondaires. Alors, c'est Nihal qui me pose la question, comment aider le foie à éliminer les toxines? Je pense que nous en avons parlé. Luciole qui dit que pensez-vous de méthylène? Je pense que ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Luciole, aujourd'hui nous parlions de chimiothérapie, mais écoutez, si vous voulez en discuter, je suis prête à recevoir votre question sur l'email que je viens de vous indiquer. Nous avons parlé de neuropathie, c'est la question de Morera. Avez-vous des formations à recommander? C'est la question de Léana pour les diététiciens. Ben, votre question tombe très bien, Léana, parce que avec la société onconutrition.ai, nous allons organiser, nous organisons prochainement une série de webinaires à destination des professionnels, justement pour les aider dans la prise en charge des malades spécifiques, hein, pour les aider dans la prise en charge des malades cancer. Donc, ce sera une formation dont vous pourrez, si vous êtes abonné à mon blog, recevoir la publicité. Ce sera une formation de plusieurs modules avec une formation sur des bases biologiques, hein, avant de parler de nutrition. Parce que si vous vous intéressez au métabolisme des cancers, la maladie cancéreuse implique beaucoup le dysfonctionnement mitochondrial. Et en fait, lorsqu'on parle de mécanisme de résilience, c'est qu'on essaye de redonner à la mitochondrie les moyens de bien fonctionner, de redonner au système immunitaire les moyens de bien fonctionner. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le blog pour avoir plus d'informations sur ces formations. Alors, c'est Niel qui demande, j'ai un taux d'acide urique élevé, je suis en cours de mes chimiothérapies. Je comprends. Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? J'ai un taux d'acide urique élevé et je suis en cours de chimiothérapie. Faudrait repréciser la question parce que je n'ai pas bien compris.
Alors, et Ald qui demande préalablement une séance de chimiothérapie, est-il favorable ou judicieux d'effectuer un jeûne? Je n'ai pas d'opposition à faire un jeûne de 24-48 heures, mais je pense qu'avant de faire un jeûne, il faut s'assurer que son état nutritionnel permet de le faire et qu'il n'y a pas de carence qui pourrait être aggravée par ce jeûne. Et ce que beaucoup de gens ne font pas, parce que quand vous êtes déjà déficitaire au niveau musculaire, je pense que répéter des jeûnes, par exemple, de façon hebdomadaire toutes les 48 heures, peut aggraver une dénutrition, peut aggraver des carences. Donc, je pense qu'il y a une vigilance également par rapport à cela. Et si vous le faites, assurez-vous que votre professionnel de santé vous aide à vous surveiller sur le plan nutritionnel et micronutritionnel. Alors, c'est Dominique qui demande si la formation en nutrition sera proposée aux infirmières ou uniquement réservée aux diététiciens. Non, la formation est ouverte aux professionnels de santé qui sont capables de recevoir les bases biologiques qui vont être expliquées. Et on vous donnera plus de détails sur le site internet. Et Sylvie, pour le microbiote pendant les chimiothérapies, vous conseillez quels micronutriments en particulier? Alors, pour répondre à Sylvie, comme je le disais, avant de proposer des micronutriments, je pense qu'il est important de faire une évaluation du statut en micronutriments. On ne peut pas compenser ce qui est déjà en trop, par exemple. Donc, je pense que c'est bien de faire des bilans biologiques ciblés avant de faire des compensations en micronutriments. Pour régénérer la muqueuse, pour la muqueuse intestinale. Je pense qu'il faut s'habituer, parce qu'on a les moyens de le faire, de faire des évaluations, comme on fait une évaluation de votre état clinique, comme on fait un examen clinique. On complète également avec un examen biologique pour savoir quel est votre statut au niveau biochimique, quel est votre fonctionnement hormonal. Enfin, on a les moyens de faire ce genre de choses. Ensuite, Luciole qui demande comment limiter les nausées pendant la chimiothérapie, malgré une alimentation cétogène. J'ai pas mal de nausées encore après les cures. Alors, Luciole, tout dépend de votre traitement de chimiothérapie. Est-ce que vous avez des antiémétiques suffisants? Ça, c'est la première question à poser. Et puis, la deuxième question, est-ce que vous avez un tableau de mucite? Même si on est en régime cétogène, ça n'empêche pas forcément d'avoir de la mucite. Donc, la question, est-ce que vous avez une mucite? Et donc, je viens de vous citer quels sont les moyens pour prévenir la mucite, pour la traiter, parce qu'une alimentation cétogène ne garantit pas que vous n'avez pas de carence. Voilà. Mirella, qui demande si une grande consommation de glucides peut accentuer les nausées. Je pense que oui, parce que, comme je vous disais, les glucides fermentent, vont perturber votre microbiote et vont probablement accentuer le phénomène de la mucite. Et une grande consommation de glucides, comme je le disais également, n'est pas favorable au maintien de la masse musculaire lorsqu'on a un cancer. Et surtout, l'excès de glucides ne profite ni à vos muscles, ni à vos stockages dans la graisse, à cause de l'insulinorésistance qui est générée par le fait d'avoir un cancer. On parlait des facteurs procachectisants et des cytokines qui génèrent de l'insulinorésistance. Est-ce que j'ai loupé une question? Alors, c'est Oum qui demande si le foie peut-il se désintoxiquer, même quand atteint de lésions hépatiques, cancer du sigmoïde. Même lorsqu'il y a des lésions au niveau hépatique, le foie sain continue à réaliser sa fonction de détoxification.
Et donc, c'est ce x5 qu'il faut soutenir avec les moyens dont je vous ai parlé précédemment. Et le x5 continue à exécuter les 3 phases de la détoxification hépatique tant que le x5 restant est suffisant. Et donc, c'est justement parce qu'il y a des lésions hépatiques qu'il faut d'autant mieux protéger justement la partie saine de votre foie. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions et que l'exposé, la réunion tire à sa fin. Je pense, j'espère. Alors, c'est Ulrichi qui demande si on peut aider à augmenter les plaquettes via l'alimentation. Ça va être la dernière question. Il est clair que le renouvellement de vos cellules sanguines sera d'autant moins satisfaisant qu'il y a de la dénutrition installée, qu'il y a des carences dans certaines vitamines, notamment les vitamines connues pour favoriser le renouvellement des cellules sanguines, comme la vitamine B9, la vitamine B12. Et je pense que c'est un minimum à explorer quand il y a des cytopénies, des baisses de globules qui s'installent de façon longue. Voilà. J'espère que cet exposé vous aura apporté quelques informations pour comprendre qu'on peut améliorer son état clinique en se nourrissant de façon satisfaisante, en corrigeant les carences, en protégeant son foie, en protégeant son tube digestif, en faisant de l'effort physique, en luttant contre le stress. Et je pense que c'est faisable, et mon expérience de cabinet le démontre. C'est faisable de favoriser ces mécanismes de résilience pour traverser l'épreuve difficile qu'est le cancer et l'épreuve encore plus difficile qu'est la chimiothérapie. Voilà, je vous remercie. Très bonne soirée à vous. Nous aurons un prochain webinaire dans un mois, donc nous vous annoncerons le titre d'ici quelques jours. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur. Très bonne soirée à vous. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, docteur. Au revoir. Merci, docteur. Merci, Merci, docteur. docteur.